Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous d'être venus. On va parler d'un sujet qui paraît de prime abord peut-être éloigné de la question du post-urbain, mais qui en fait, pour moi en tout cas, le sous-tend complètement, voire le conditionne. Et c'est ce point-là qu'on va discuter ensemble. On va aussi discuter d'éventuelles erreurs que nous aurions commises dans la conceptualisation d'une transition énergétique, c'est-à-dire sur le passage d'une énergie à une autre ou d'énergie à d'autres pour faire fonctionner nos sociétés en général et thermo-industrielles en particulier. On va définir plein de petits termes importants comme ça. Je risque d'être un peu abstrait. N'hésitez pas à garder en tête des questions techniques ou des questions sur des notions, des concepts pour la demi-heure de discussion. Et je vais tenter d'illustrer au maximum quand même ce que je vais vous présenter. Alors, la question était donc, sans transition énergétique, la seule énergie est celle de la vie. On va commencer par expliquer cette phrase. Je fais une incise. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est issu de réflexions personnelles, à partir de mes lectures de la littérature scientifique sur l'énergie. Ça reste mes réflexions personnelles. Donc, vous devrez les questionner et exercer votre jugement sur ces propositions que je vais faire. Je propose justement pour débattre de la question de l'énergie un site qui va normalement sortir à la fin de l'été ou à la rentrée prochaine. Il est en construction, mais on peut déjà s'inscrire à la newsletter. Vous relevez l'URL qui est ici, défienergie.tech. Vous vous inscrivez à la newsletter et vous serez tenu informé. Bon, on a l'impression de savoir ce que c'est l'énergie. On a l'impression que c'est un mot banal qui fait partie de tous les débats, comme s'il était évident, comme si les scientifiques eux-mêmes en avaient une connaissance sûre et certaine de l'énergie. En fait, en réalité, l'humanité ne sait pas ce qu'est l'énergie. Je suis obligé de commencer par cette abstraction, cette approche métaphysique, parce que toutes les constructions intellectuelles qu'on a faites sur l'énergie découlent du fait qu'au départ, on ne sait pas ce que c'est. Donc l'énergie, pour citer Feynman, lui rappelait en 71-72 que on ne sait pas ce que c'est. Voilà, je le paraphrase à peine. C'est important de se rappeler que l'énergie, on ne la connaît que par défaut, c'est-à-dire qu'on ne mesure que des quantités de transformation. C'est tout ce qu'on sait de l'énergie. On sait que ce qui change dans le monde, ce qui bouge, ce qui devient chaud ou froid, dans les deux sens, ce qui n'était pas un objet qui devient un objet, notre corps qui dissipe de la chaleur, tous les changements, notre cerveau qui envoie des flux électriques dans les neurones, tout ça, c'est ce qui bouge, c'est ce qui change d'état. Tout ça, on sait que c'est de l'énergie qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'on sait. Et on peut mesurer la quantité de changement, la quantité de transformation en calories, en joules, en water, voilà. Mais c'est tout ce qu'on sait. On a une définition par défaut de l'énergie. On a une connaissance, une approche par défaut de l'énergie. Et alors, cette question de transition vers autre chose implique de savoir de quel type d'énergie on dépend. Alors, on ne sait pas ce que c'est, on met de côté la question métaphysique. Pour autant, on sait qu'il existe différentes formes d'énergie dans notre milieu. De l'énergie mécanique, de l'énergie thermique, chaleur, de l'énergie chimique. Alors, quand j'ai dit mécanique, on dit aussi cinétique, c'est celle qu'on trouve dans le vent, c'est celle du mouvement. Donc, il y a différentes formes d'énergie dans notre milieu. On a des énergies de forme électromagnétique, les rayons du soleil. Donc, ces différentes formes d'énergie, on va détailler un peu ça, elles impliquent forcément des différences pour aller les chercher. On ne fait pas la même chose pour aller chercher de l'énergie chimique que pour aller chercher l'énergie du vent. Et cette image, qui nous rappelle peut-être des souvenirs, ou en tout cas qui fait partie de notre histoire, même si on l'a oubliée, dans cette image, je vais vous poser une question. Je vous demanderai d'y répondre aussi brièvement que possible, parce qu'on a assez peu de temps. Dans cette image, il y a la seule source d'énergie de l'humanité, laquelle est-ce ? Animale. Oui, c'est une des formes de l'énergie à laquelle on a accès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette image qui correspond à notre source d'énergie ? Le mot source est important. L'eau, ce n'est pas une source d'énergie, je détaillerai plus tard, mais non, ça n'est pas une source d'énergie pour l'humanité. La photosynthèse, ça n'est pas une source d'énergie pour l'humanité. Le mot source est très important. Le bois. Le bois est une source d'énergie, et je vais vous expliquer pourquoi après j'ai fait toutes ces distinctions. Encore une.
une forme d'énergie dans notre milieu. Alors, monsieur a dit la photosynthèse. Non, mais les plantes, oui. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de photosynthèse, donc ce n'est pas une source d'énergie pour nous, la lumière. Par contre, on mange des plantes qui ont fait de la photosynthèse. D'accord. On a trouvé les trois formes d'énergie qu'il y a dans ce milieu, qui sont nos sources. Les végétaux, donc sous forme de biomasse ou de végétaux qu'on mange, de biomasse combustible, puisqu'on voit qu'il y a un feu qui est déclaré, si je puis dire, qui réchauffe cette communauté-là. Donc la biomasse combustible est une source d'énergie d'origine vivante. Les végétaux qu'on mange sont des sources d'énergie d'origine vivante, et les animaux qu'on mange sont des sources d'énergie d'origine vivante. Tout ça, c'est de la matière organique. La matière organique, c'est ce que produit le vivant, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on sait de la matière organique. À partir de processus de photosynthèse, donc le vivant capture l'énergie du soleil, en fait de la matière qu'on dit organique, parce qu'elle est faite de carbone, d'hydrogène, d'oxygène essentiellement, mais d'azote aussi, de phosphore, de potassium, de fer, enfin de quantité de petits éléments moins nombreux ou moins critiques pour l'existence de la matière organique. Mais malgré tout, il faut retenir de cette image que, à la fois, le bois qu'on brûle, les végétaux qu'on mange, les animaux qu'on mange sont tous de la matière organique, ce qui fait que finalement, toutes nos sources d'énergie sont du vivant. Quelle que soit la forme d'énergie qu'on exploite, ça vient toujours du vivant. Et j'ai mis en italique sur cette slide que le vivant, finalement, la matière organique, c'est notre seule source d'énergie. Et le débat va pouvoir commencer. Parce qu'on aimerait s'en passer, en fait. Je précise donc le vocabulaire que j'utilise. La source d'énergie vitale pour l'humanité, c'est la matière organique comestible. Les végétaux et les animaux qu'on mange. C'est vital parce que si on ne mange pas, on meurt. Ok ? Première définition. Deuxième définition, des sources d'énergie auxiliaires. Auxiliaires parce que si on n'y a pas accès, on ne meurt pas. Elles sont donc dispensables. L'espèce humaine a existé avant de brûler de la biomasse combustible. Avant de maîtriser le feu, il y a au plus tôt 900 000 ans et sans doute plutôt moins 400, moins 500 000 ans. Les discussions ont cours sur la datation, mais avant la maîtrise du feu, le genre Homo, qui allait devenir notamment l'espèce humaine, existait déjà. Donc la maîtrise du feu, la maîtrise de la combustion de la matière organique n'est pas indispensable à l'existence de notre espèce, donc c'est auxiliaire. Vous avez noté qu'il y a un mot commun aux deux premières catégories que j'ai données, c'est le mot source, que je définis ainsi, que j'utilise ici dans ce contexte, de la façon suivante. Source, c'est ce dans quoi on peut puiser, en l'occurrence avec notre force de travail. D'accord ? Avec notre corps, on peut aller chercher des végétaux, des animaux ou de la biomasse combustible, donc des sources d'énergie vitale ou des sources d'énergie auxiliaire, mais c'est uniquement avec notre force de travail qu'on y a accès au départ. Donc ce sont des sources comme quand on va à la source pour boire, pour s'hydrater. On puise dans quelque chose. Donc ce sont des sources. Que sont les énergies auxiliaires, d'après vous ? Je les ai notées sur le slide, je vous ai mâché le travail. Les énergies auxiliaires, selon les termes que j'ai donnés là, j'ai ôté le mot source parce qu'on ne peut pas puiser dedans avec notre force de travail. D'accord ? Vous ne pouvez pas puiser dans le vent pour obtenir un service. Pas directement en tout cas. Vous ne pouvez pas vous exposer au soleil même de nombreuses heures pour espérer garantir votre survie. Vous ne faites pas de photosynthèse. Le rayonnement électromagnétique du soleil n'est pas une source d'énergie pour vous. La force de l'eau, on en a parlé. La force de l'eau, je vous mets au défi d'en faire une énergie mécanique exploitable sans avoir un convertisseur de cette énergie en mouvement quelconque. Ce n'est pas quelque chose qui permet votre survie et ce n'est pas quelque chose qui est indispensable à votre quotidien, à moins d'avoir un moulin à eau dédié, etc. Donc ça n'est pas une source, on ne puise pas directement dedans. Pour autant, on parlera de l'atome tout à l'heure, qui est aussi une énergie dans laquelle on extrait de l'énergie, de la matière dans laquelle on extrait de l'énergie, mais en même temps, ça n'est toujours pas une source. Vous n'allez pas creuser vous-même dans le sol pour avoir des atomes radioactifs, et si jamais vous en avez quand même entre les mains, vous ne pourrez rien en faire. D'accord ? Et cette distinction, elle est primordiale. J'ai enlevé le mot source pour les énergies auxiliaires, mais j'ai gardé auxiliaire. Pourquoi ? Parce que le vent, la force de l'eau, le rayonnement du soleil et les atomes, ça rend bien des services.
D'accord? Des services complémentaires. Auxiliaires, ça veut dire complémentaire, en plus. Et c'est vrai que le vent, depuis qu'on sait faire tourner des moulins avec, la force de l'eau, c'est pareil. Le rayonnement solaire, depuis qu'on sait faire des panneaux photovoltaïques. Alors, ce n'est pas une source. Le fait que ça nous réchauffe ne garantit pas notre vie. Et c'est une distinction fondamentale. L'atome, l'atome apporte des services. Les centrales nucléaires fournissent bien de l'électricité aux sociétés, mais en tant que tel, ça n'est pas une source. C'est très important de montrer cette rupture qualitative parce que le projet de nos sociétés, c'est de faire fonctionner des sociétés donc thermo-industrielles, je vais revenir sur la notion de chaleur, avec autre chose que des sources d'énergie. Est-ce que c'est une question de compréhension ou c'est une... Monsieur, dites-moi. Oui, mais c'est parce que vous avez mangé que vous pouvez vous poser la question de savoir si vous allez être fou ou non sans soleil. C'est votre alimentation qui fait fonctionner votre corps et vous fait vous poser des questions sur le monde. Le soleil, je le souhaite à personne, mais un être vivant peut vivre sans jamais être exposé au soleil. Jamais. Un être humain, pardon. Et oui. Je vais essayer de terminer et puis on posera des questions à la fin. C'est très important de bien comprendre parce que c'est contre-intuitif. Monsieur, vous avez raison, c'est contre-intuitif ce que je vous dis là. On a l'impression que certaines énergies qui sont dans notre milieu sont on a l'impression, par défaut, que toutes les énergies qui sont dans notre milieu sont équivalentes ou qu'on peut en tirer des services équivalents. Or, c'est faux, et c'est ce que je vais montrer un peu plus loin. D'une part, c'est faux, et en plus, c'est l'idée sur laquelle s'est fondée l'ambition de transition énergétique. Et donc, il faut absolument, revoir un petit peu tout ce qui s'est construit de connaissances ou de croyances autour de l'énergie pour voir quelles sont les limites au possible. Je vous assure que si vous vous exposez au soleil, même longtemps, si vous n'avez pas mangé, vous allez mourir au bout d'un moment. C'est sûr. Voici ce qui s'est passé. Alors, l'image est lointaine pour vous. Est-ce que vous voyez quand même une courbe qui, globalement, monte de la gauche vers la droite par palier? C'est la courbe de la croissance de la démographie. Alors, vous ne voyez pas ce qui est écrit en bas, mais c'est depuis 65 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une courbe dite logarithmique, c'est-à-dire que chaque palier, on va dire, est multiplié par 10, donc ça permet de mieux voir les détails de la courbe. Si on ne voyait pas cette courbe avec la loupe de la fonction logarithmique, on verrait juste une exponentielle, donc une courbe quasi plate, et puis qui devient très vite verticale. C'est la croissance démographique qui s'est accélérée depuis 500 ans et qu'on verrait sur la fin. Donc là, on a fait une forme de loupe sur l'histoire de la démographie, et on voit que de moins 65 000, certainement avant c'était pareil, mais on a à peu près 1 million d'êtres humains sur la planète Terre, et vers moins 40-35 000, on a une croissance démographique notable, puisqu'on a jusqu'à 5-6 millions d'êtres humains sur toute la planète, c'est sur tous les continents. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose, personne ne le connaît dans le détail, mais on constate une croissance démographique, et les hypothèses, c'est que les capacités techniques de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont améliorées, et que nos ancêtres ont mieux capturé, en particulier des proies animales, ont mieux capturé l'énergie dans leur milieu parce qu'ils avaient des outils plus performants. Donc, ils sont allés puiser mieux dans la matière organique qui est leur source d'énergie, ce qui a fait qu'ils ont été plus nombreux. Donc, il y a un lien qu'on pourra garder en tête entre la quantité d'énergie que notre espèce est capable d'aller chercher dans le milieu et en gros le nombre d'humains qui peuvent vivre en son sein. Ensuite, ce nombre d'êtres humains à 5-6 millions est resté stable jusqu'à l'apparition progressive au long de plusieurs millénaires de l'agriculture qui est une technique d'extraction de matière organique dans le milieu. C'est des gros mots, mais l'agriculture, c'est l'optimisation de la production de matière organique. C'est toujours du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc on optimise notre capture d'énergie avec l'agriculture et notre population croît au départ lentement et puis de plus en plus rapidement. On est 200 millions en l'an 1 et puis 500 millions au XVIe siècle, à peu près. Et alors là, il se passe quelque chose de particulier parce qu'on commence à utiliser ce que j'ai dit précédemment, en plus de la matière organique, c'est-à-dire aller puiser directement dans le blé, dans les céréales. On commence à utiliser, bien sûr le feu, on l'utilise toujours, on fabrique des outils métalliques, on fait de la métallurgie, mais on commence aussi à utiliser une énergie dont vous avez parlé, c'est deux énergies, le vent et la force de l'eau, au moyen de moulins à eau et à vent,
qui permettent soit d'obtenir de la force mécanique pour la métallurgie, la sidérurgie, donc fabriquer des outils de façon plus performante, soit de moudre du grain, c'est-à-dire optimiser, encore une fois, l'assimilation de la matière organique et donc sécuriser l'alimentation, stocker de la farine à l'intersaison, etc., etc. Ce qui est intéressant et même primordial ici, c'est qu'on a considéré par défaut au long de toute cette histoire que le vent, c'était une source d'énergie pour nous, puisqu'on s'en sert. La force de l'eau, c'est une source d'énergie pour nous, puisqu'on s'en sert. Mais en fait, non. Ce ne sont, à mon sens, que des énergies auxiliaires, et je vais illustrer ça. Aucun humain n'a construit un moulin à vent avec la force du vent. Ça ne s'est jamais produit. Aucun humain n'a fabriqué un moulin à eau avec la force de l'eau. Ce qui a permis la construction de ces structures, de ces infrastructures, c'est la force de travail qui a été acquise par l'assimilation de la matière organique, avec une source d'énergie en plus qui est la chaleur du feu, quand il y avait des pièces métalliques à associer au moulin à eau ou à vent. Donc, on puisait dans des sources d'énergie qui étaient la matière organique pour se donner de la force de travail ou de la force mécanique ou de la chaleur. Et avec ces sources d'énergie, on fabriquait des outils, des moulins, qui nous permettaient d'aller chercher une autre énergie qui est une énergie auxiliaire. Mais vous voyez qu'à aucun moment, nos ancêtres n'ont secoué leurs bras devant le vent pour pouvoir fabriquer un moulin à vent. Ça ne s'est jamais produit. Donc, on peut dire, à mon sens de façon assez solide, que ces énergies ne sont pas de la famille des sources d'énergie. Très important. Ça veut dire, j'avance un petit peu sur mon déroulé, ça veut dire que aujourd'hui, on essaye d'imaginer de faire fonctionner des sociétés avec des énergies auxquelles nous n'avons un accès qu'indirect, pour lesquelles il faut des convertisseurs, des structures, des machines. On ne peut pas puiser dedans directement pour obtenir des services. Et ça change tout. Donc je me suis arrêté sur la période strictement, on va dire, agricole ou pré-industrielle. Et bien sûr, on connaît bien la grande accélération démographique et la grande accélération technologique qui est issue de l'exploitation d'une source qui était connue depuis longtemps, mais là, cette fois, on avait les moyens de le faire. Je maintiens que c'est une source d'énergie auxiliaire, ça s'appelle les hydrocarbures. Que sont les hydrocarbures? Eh bien, toujours de la matière organique. On a oublié ça. La totalité des sources d'énergie dans lesquelles on a puisé jusqu'à aujourd'hui pour fabriquer nos sociétés et aller chercher d'autres énergies comme le vent, la force de l'eau ou les atomes, tous ces développements-là démographiques et technologiques n'ont été à l'origine permis que grâce à l'existence de la vie sur la planète Terre. Que ce soit parce qu'on la mange, parce qu'on la brûle sous forme de bois qu'on brûle ou de tourbe qu'on brûle, ou parce qu'on la brûle sous forme d'hydrocarbures, c'est-à-dire de matière vivante fossilisée. Ça veut dire que tout ce qu'on est aujourd'hui, tout ce qu'il y a sous la courbe là, n'est issu que d'une interaction entre nos corps qui sont faits de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et des substances qui sont faites de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est cette interaction-là qui a produit une réaction qui est par ailleurs autocatalytique, mais je vais y venir, je vais préciser ce terme. C'est uniquement cette interaction qui a fait au départ qu'on a pu en arriver là où on est aujourd'hui et qu'on a pu se poser la question d'exploiter d'autres énergies que nos sources. Bien. On fait une petite pause sur les concepts abstraits. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au moins vous voyez le titre. On sait que lorsqu'on puise trop dans la matière organique renouvelable, comme les animaux, les végétaux ou les forêts qu'on brûle, que ce soit pour l'alimentation ou pour la combustion, et bien si on puise trop, ça ne se renouvelle pas bien, donc on peut s'inquiéter des limites du développement des sociétés qui exploitent trop leur milieu vivant. On sait aussi que si on exploite, quoi qu'il arrive, de toute façon, les hydrocarbures, on en aura de moins en moins à partir d'une certaine date. Donc, on sait que ce sont des énergies, des sources d'énergie, en quelque sorte, finies pour nous, en particulier les hydrocarbures. Donc, on sait bien dans la salle aujourd'hui que notre approvisionnement en sources d'énergie va décliner à un moment donné. D'accord? Et souvent, on se dit, et c'est là où je pourrais un tout petit peu articuler cette présentation avec le questionnement sur le post-urbain et l'autonomie,
sans me prononcer plus que ça, parce que moi je ne suis pas compétent dans les réflexions qui sont menées ici, on s'imagine que la fin du pétrole, c'est la fin de la mondialisation. Parce que dans nos cultures, dans nos récits, pétrole, charbon et gaz, c'est évidemment corrélé à la mondialisation telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire des vitesses de déplacement importantes et des capacités de transport très importantes sur toute la planète grâce à ces énergies. Et donc on se dit, si on n'en a plus, la mondialisation c'est fini, c'est ce qu'il y a dans notre imaginaire. Moi je ne le crois pas. Et j'en veux pour illustration, sinon preuve, cette carte, qui est la carte des circuits, on va dire, économiques, marchands et aussi militaires, puisque autant l'Europe que l'Asie en interne ou cette partie du continent avec l'autre commerçaient ou se faisaient la guerre sans avoir du tout de moteur à combustion. D'accord ? Pas de voiture, pas de bateau thermique, voilà, pas de moteur à combustion nulle part. On faisait les trajets à pied, à dos de mulets, de chameaux, d'éléphants, avec nos compagnons vivants, mais ça n'en était pas moins parfaitement mondialisé au sens tout le continent était relié. Bien sûr, on ne commerçait pas encore avec le Pacifique parce qu'il y a une frontière géographique difficile à franchir. Malgré tout, on est là il y a 2000 ans, 2500 ans. C'était, pour les personnes qui vivaient là, c'était mondialisé. Et on consommait en Europe des biens qui venaient d'Asie et réciproquement. La différence avec le monde d'aujourd'hui, c'est pas tant la zone de commerce, c'est la vitesse. C'est tout. Donc la fin des hydrocarbures, c'est pas la démondialisation, c'est le ralentissement du monde, au moins pendant très longtemps. On ne va pas arrêter de commercer avec l'Asie, on le faisait déjà, on était beaucoup moins nombreux sur la planète, 200 millions, on le faisait déjà, et c'était très lent, mais on le faisait parfaitement, sans problème. Donc, essayez de voir, et puis discuter entre vous et avec moi après si on a le temps, essayez de voir si l'idée fin du pétrole, c'est la démondialisation, ou si fin du pétrole, c'est juste des échanges qui prennent plus de temps. Et je pense que ça change déjà notre récit pour l'avenir, ou la façon qu'on a de s'imaginer l'avenir. Ça veut dire que sur un territoire sur la France, il y a 30 000 ans, bien avant l'agriculture, on sait qu'il y avait des échanges économiques et culturels entre les Pyrénées et la Belgique. Il y avait peut-être que quelques dizaines de milliers d'humains sur ce territoire, mais pourtant, ils se déplaçaient à pied, ça prenait des mois, voire des années, mais il y avait des échanges économiques et culturels. C'était juste plus lent. Voilà ce qu'il me paraît important d'introduire dans le débat, parce que souvent on pense que fin du pétrole c'est la démondialisation, ce que je ne crois pas, et qui pourrait en plus, cette idée-là pourrait nous faire adopter des stratégies, faire des erreurs éventuellement, ou adopter des stratégies contre-productives on a été surpris de l'agression de l'Ukraine en 24 heures. Une agression peut prendre des mois. C'est comme ça que les conflits se faisaient autrefois. Ça prenait des mois, mais ça n'en était pas moins des conflits violents et des guerres quand même. Voici quelques illustrations. Je vais essayer d'avancer, je vois que le temps file. Quelques illustrations de la façon qu'on a eu d'appuyer une ambition de transition énergétique sur des croyances, ce que je pense être des croyances, ou des constructions fausses sur l'énergie en général. Ici, vous avez une illustration, vous ne le voyez pas très bien, malheureusement, je suis désolé. Je vais la décrire. Donc, le site de la Société française d'énergie nucléaire propose de mettre un signe égal, et c'est très important, retenez bien ça, un signe égal entre 100 grammes d'uranium, 600 kg de gaz, 1 tonne de pétrole, 1,5 tonnes de charbon et 2,5 tonnes de bois. Il y a un signe égal parce que c'est vrai que sur le plan quantitatif, c'est pareil. Il y a objectivement autant d'énergie dans 100 grammes d'uranium que dans 600 kg de gaz. C'est vrai. Par contre, autant nos ancêtres de la période antique faisaient brûler du gaz qui sortait du sol parce que ça arrivait, sortait spontanément et ça brûlait, alors parfois naturellement ou parce qu'on l'allumait, ou alors aux États-Unis au début de l'exploitation massive du pétrole, il suintait en fait. Il suffisait de mettre un coup de pioche dans le sol et le pétrole était là. Donc, on voit bien que ce qui est à droite du premier signe égal, c'est totalement accessible directement. Il suffit de s'en servir, d'allumer avec une toute petite étincelle ce qu'il y a comme ressources énergétiques dans le gaz ou le pétrole ou le bois. Il y a du bois sur cette image. Alors que essayer de faire quoi que ce soit spontanément avec des atomes d'uranium, vous n'y arriverez pas.
il vous faudra au préalable construire une infrastructure autour. Je précise un point, j'ai dit autocatalytique tout à l'heure. Une réaction autocatalytique, ça veut dire que c'est une réaction qui peut être chimique. Lorsqu'on l'enclenche, le produit de cette réaction maintient la réaction elle-même. Ça veut dire que quand vous avez, là, il y a 2 tonnes 5 de bois, vous faites une toute petite étincelle avec vos silex. Vous allumez des brindilles, et les brindilles vont allumer le bois, et vous n'avez plus rien à faire. La totalité du bois va se consommer. C'est une réaction autocatalytique. L'uranium aussi, c'est une réaction autocatalytique, mais plutôt explosive. Il fait beaucoup trop d'énergie d'un seul coup. C'est pour ça qu'il faut, entre autres, faire une centrale autour pour pouvoir contrôler cette réaction. Mais par contre, le vent, est-ce que c'est autocatalytique ? Pas du tout. Essayez de faire une étincelle dans le vent, ça va juste éteindre votre étincelle, ça ne va rien faire du tout, ça ne va pas vous procurer de l'énergie en plus à partir de l'énergie initiale. Ça ne va rien faire du tout. Pareil pour le rayonnement électromagnétique. Donc moi, ce signe égal, j'ai l'impression que c'est sur lui que s'est construite l'ambition de transition énergétique, mais qu'il est faux. Vous voyez que les processus pour extraire de l'énergie entre la matière organique et l'uranium ou le vent, alors vous ne le voyez pas, mais ici c'est le vent maintenant à gauche, ou le rayonnement électromagnétique à gauche, eh bien ça n'a rien à voir, on ne sait pas du tout les mêmes processus industriels, les mêmes liens causaux, les mêmes liens logiques. Vous avez à gauche des énergies auxiliaires dont on peut tirer en fait des services évidemment quand on a les bonnes infrastructures, et à droite vous avez des sources d'énergie qui sont 2 formes d'énergie qualitativement différentes, quel que soit l'aspect quantitatif. Vous pouvez avoir beaucoup de vent, si vous n'avez pas d'éolienne, ça ne vous rend pas service. D'accord ? Retenez juste ça, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais le quantitatif ne s'oppose pas du tout au qualitatif. Ce n'est pas parce qu'on a plein d'éoliennes ou plein de centrales nucléaires que la transition énergétique est possible. Parce que le quantitatif, ça ne résout pas un problème d'usage, de fonction. Ça ne rend pas le vent source. Donc je passe là-dessus, j'utilise le terme ENS pour qualifier les énergies dites de substitution, que sont le vent essentiellement, le rayonnement électromagnétique du soleil et l'uranium. Donc j'appelle ça des ENS. J'ai déjà un petit peu dégrossi tout ça, donc vous voyez que le processus industriel pour se servir de source d'énergie, donc la matière organique combustible, que ce soit le bois, le pétrole ou le gaz, ça fait tout de suite de la chaleur. Et avec cette chaleur, tout de suite, on a su fondre des métaux. Et ensuite, grâce à ce processus autocatalytique, on a fait de l'industrie qui s'est mise autour de ces sources d'énergie et qui en a catalysé l'usage parce qu'elles produisaient elles-mêmes une réaction catalytique. Et à la fin, on peut même en faire de l'électricité. Mais vous voyez que le processus causal, le lien causal, la causalité, elle est une source, chaleur, processus industriel, électricité. Ici, vous voyez, j'ai repris en haut le processus industriel thermique. Et en dessous, vous avez le processus industriel avec les ENS, les énergies dites de substitution. Eh bien, essayez de lancer un processus industriel avec du vent, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas amorcer et entretenir un processus industriel avec la lumière du soleil ou avec l'énergie des atomes. L'amorce et l'entretien, c'est la grande différence. Vous ne pouvez pas faire ça avec des ENS, vous pouvez le faire avec des hydrocarbures. Et c'est notre problème parce qu'en plus, il faut qu'on s'en passe. Donc voilà, brièvement, il y a un des 2 processus industriels qui alimente l'autre. Le processus industriel thermique, qui est en bleu ici, est celui qui permet de fabriquer les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, ce qui ensuite nous permet d'accéder à l'énergie du vent, du soleil et des atomes. Mais c'est le premier processus industriel qui permet le second. Alors les énergéticiens se sont dit, mais c'est bon, puisqu'on peut faire de l'électricité avec des éoliennes, etc., on va pouvoir fabriquer des éoliennes avec du feu, avec de l'électricité qui fait de la chaleur. Mais on a un énorme problème conceptuel ici. Là encore, il faut que je fasse court, mais vous voyez que dans la causalité, l'électricité qui est produite par les éoliennes, les panneaux ou les centrales, c'est après l'infrastructure. C'est-à-dire que c'est en interne du système industriel. C'est une énergie qui est à l'intérieur. C'est un petit peu comme vous diriez, j'en ai assez de m'alimenter de matière organique et puis je vais laisser mon corps trouver en lui l'énergie qui lui permettra de survivre. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec ce processus de fabrication des infrastructures par l'électricité qu'elles produisent. Imaginez que vous essayez de prendre l'énergie chimique qui est dans votre corps pour refabriquer des cellules. Juste l'énergie qui est dans votre corps sans réalimenter le système. Donc vous allez avoir un problème. Alors ici, on va me dire, oui, mais le vent, il alimente l'éolienne. Eh bien, la différence fondamentale, c'est que votre corps, il est
capable de s'auto-organiser. Vous lui donnez à disposition de la matière organique, il se fabrique tout seul. Ça, c'est presque magique, mais c'est vrai. Il y a une différence à nouveau qualitative, c'est-à-dire que vous donnez à manger, vous éclairez, vous mettez une plante au soleil, elle se construit, elle se fabrique toute seule, elle croît toute seule. Vous donnez à manger à votre souris domestique, je ne sais pas si vous en avez, vous lui donnez à manger, elle se débrouille toute seule pour croître, faire des petits, se reproduire, etc. etc. L'auto-organisation est une propriété de la matière organique vivante. Nous fabriquons des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires qui n'ont pas du tout ces propriétés-là. Elles ne se fabriquent pas toutes seules, c'est nous qui les fabriquons. Donc vous imaginez qu'il faudrait que nous fabriquions des machines passives, incapables de se fabriquer toutes seules, avec l'énergie qu'elles produisent elles-mêmes, ce qui est un raisonnement en circuit fermé. Et j'y viens. C'est de cette façon que fonctionne aujourd'hui la réflexion sur la transition énergétique, c'est-à-dire en circuit fermé, en raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'on oublie totalement de se poser la question d'où provient l'énergie qui fait fonctionner les éoliennes, etc., les ENS, et on se dit, mais c'est bon, s'il y en a beaucoup qui sort de l'énergie, s'il y a beaucoup d'électricité, eh ben, ça pourra retourner à l'industrie initiale et ça pourra la faire fonctionner en boucle. Ou alors, si l'électricité, ça ne convient pas, on fait de l'hydrogène avec ce qui sort de la centrale nucléaire. Et puis ça retournera dans le système et ça l'entretiendra. Ou alors, on fantasme sur un découplage, il n'y a plus besoin d'énergie pour faire de l'industrie. Bon, je passe très vite là-dessus. Etc., etc. Donc vous voyez que la réflexion sur la transition énergétique, elle tourne sur elle-même au cœur d'un raisonnement circulaire qui tient à l'extérieur une réflexion, je vais le garder pour la séance de questions, ça, qui tient à l'extérieur la réflexion de savoir si, oui ou non, une société thermo-industrielle peut s'alimenter, pour fonctionner, de vent, de rayons du soleil ou d'atomes d'uranium. J'avais un exemple ici, mais je vais le passer rapidement parce qu'en plus ce serait... voilà. Juste pour conclure et vous laisser la parole, on vit dans une société thermo-industrielle. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle dépend de la chaleur. Vous l'avez compris, elle dépend d'une source de chaleur. Nous fantasmons, sans l'avoir verbalisé ni même forcément conscientisé, nous fantasmons des sociétés éolo-industrielles, c'est-à-dire qui sont capables d'amorcer et entretenir des processus industriels uniquement grâce à l'énergie cinétique du vent, sans source de chaleur. Ou alors on fantasme des sociétés photo-industrielles, on fantasme que nos sociétés deviendraient photosynthétiques. Voilà, c'est un petit peu comme si vous disiez « j'en ai marre de manger de la viande ou des végétaux, je veux juste que ma peau se serve des rayonnements électromagnétiques, des rayons du soleil, pour alimenter mon corps et régénérer mes cellules. » C'est un petit peu le même fantasme sous-jacent. Il faut faire acquérir à des sociétés thermo-industrielles des propriétés qu'elles n'ont pas et qui leur serviraient à pouvoir assimiler des énergies différentes. Ou alors, voilà, je l'ai dit ici, des sociétés nucléo-industrielles, c'est-à-dire qui seraient capables de fonctionner uniquement grâce à l'énergie des atomes. Voilà, donc il y a eu un petit problème de compatibilité entre mon fichier et le logiciel qui est sur cet ordinateur. Donc j'avais de belles images ici pour reboucler sur le post-urbain. Je reprenais donc l'image des chasseurs-cueilleurs du départ, et puis j'avais deux autres images plutôt sympathiques de campagne et de travail de maraîchage. Malheureusement, elles ne sont pas passées, mais c'est pas ma faute, c'est l'informatique. Voilà. Je vous remercie et je suis ouvert à vos questions. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de faire passer un micro? Ouais. Bonjour, merci. Moi j'ai une question très très simple. J'ai vu sur un de vos diapos, là il y a quelques minutes, sortir de la transition énergétique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens sur cette image. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je la redécris. La totalité de la réflexion sur la transition énergétique aujourd'hui se déroule dans le carré rouge, là, le rectangle rouge. C'est-à-dire qu'on se dit qu'à partir du moment où on a des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des centrales nucléaires, ça fonctionne en autonomie, il suffit de savoir quoi faire avec l'énergie qui sort. Ça, à mon sens, c'est un raisonnement circulaire qui ne se pose pas la question de ce qui rentre dans le système. Donc à mon sens, la transition énergétique fonctionne en circuit
fermée, elle boucle sur elle-même. Donc mon titre est ironique. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on sortait de la transition énergétique telle qu'elle est conceptualisée aujourd'hui? C'est-à-dire si on sort de ce rectangle rouge-là, et qu'on regarde de l'extérieur et qu'on se demande comment peut faire l'humanité pour exploiter du vent, pour faire fonctionner un système industriel, peut-être qu'on aura des réponses différentes. Et peut-être que la réponse ne nous plaira pas parce qu'on découvrira qu'en fait, le vent ne peut pas amorcer et entretenir un système industriel quel qu'il soit. Donc sortir de la transition, c'est un titre ironique, c'est vraiment se dire, essayons de... Alors il y a un autre problème à la conceptualisation de la transition énergétique, c'est que la littérature sur ce sujet-là boucle vraiment, littéralement sur elle-même. La conceptualisation de la transition énergétique est partie du présupposé que toutes les énergies étaient équivalentes et qu'il suffisait d'innover et qu'ensuite on pourrait faire fonctionner des sociétés thermo-industrielles. Ce présupposé, il est commun, il est partagé par la quasi-totalité, sinon la totalité des chercheurs sur la transition énergétique, sauf que ce présupposé n'a jamais été vérifié. Je le redis autrement. Mes travaux jusque-là, avec de nombreux échanges avec les scientifiques, les experts de la question et en lisant leurs travaux eux-mêmes, mes réflexions m'ont fait découvrir que l'hypothèse de la réalisabilité d'une transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une énergie à une autre, n'a jamais été posée au cours de l'histoire des sciences. À aucun moment. On a présupposé, il y a de l'énergie dans le milieu, il y a de l'énergie dans les atomes, donc on peut faire fonctionner nos sociétés avec. Voilà, sortir de la transition, ça veut dire regarder de l'extérieur la littérature et la réflexion sur la transition telle qu'elle se fait aujourd'hui. Une première question, donc je partage tout à fait ton point de vue en ce qui concerne la mondialisation. Par contre, est-ce que tu ne perçois pas dans ce que tu as énoncé quand même le lien entre la métropole, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Asie ou peu importe, qui implique peut-être une mondialisation totalement différente au-delà de l'accélération, mais une mondialisation différente aujourd'hui de par, je dirais par exemple, les cultures des fleurs au Kenya, ou le fait qu'on cultive aussi des haricots verts pour des Français dans des boîtes de conserve où ils sont rangés un par un. L'habitant de Pékin qui va vouloir consommer de l'orge parce qu'aujourd'hui c'est tendance. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence entre une métropolisation qui permet de vendre des surplus, pourquoi pas justement énergétiques, alimentaires, qui vont être des sources d'alimentation, de la soie, qui est aussi quand même du coup de la matière organique, pour moi, sur une certaine forme d'énergie. Donc est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même de type de mondialisation entre avant le 1er siècle et aujourd'hui au 21e siècle? Et excuse-moi, donc deuxième question, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier qui a été passé à 2 reprises, Guillaume pose la question par exemple de la natalité, un sujet qui est quand même lourd de questionnement et de sens dans une société démocratique et pourquoi pas à la rigueur à dimension socialiste. Mais la permaculture pose la question de la natalité. Et est-ce qu'en tant qu'énergéticien, il n'y a pas un rôle à jouer de dire à un moment donné, attention, le rendement énergétique de l'être humain est de temps, pour un travail de temps, pour récolter aujourd'hui tant d'énergie? D'accord, donc la question s'arrête là. Merci pour la première question. C'est justement parce qu'on a tendance à considérer que mondialisation est un seul terme qui englobe toutes les formes de mondialisation que je tiens à rappeler que non. Il y a eu des mondialisations, c'est-à-dire l'étymologie, il y a eu des relations mondialisées entre des sociétés qui n'avaient rien à voir avec la société des hydrocarbures. Ce qui permet d'introduire un débat sur que sont des relations économiques demain sans hydrocarbures, c'est-à-dire quel est le rôle des métropoles dans le monde de demain sans les hydrocarbures. Donc c'est plutôt pour introduire de façon correcte la réflexion à partir d'un mot qui englobe des réalités qui sont extrêmement variées, que je dénonce son usage monosémique, si je peux me permettre de faire ce néologisme. Dès qu'on entend le mot mondialisation, il est connoté, il est associé à une culture particulière qui existe depuis 200 ans, alors qu'en fait, l'économie était mondialisée différemment bien longtemps avant. Voilà, donc tout à fait d'accord avec vous. Concernant la question extrêmement délicate de la démographie et du rapport entre l'énergie dont a besoin une communauté et la capacité de force de travail qu'elle est capable de dégager par ses sources, j'ai aucune réponse.
Sinon que le lien est fondamental, c'est-à-dire que si des sociétés en difficulté économique généralement ont un taux de natalité plus grand, c'est parce qu'elles essayent de garantir la force de travail, ou voilà, si elles n'ont pas accès à des intrants, des tracteurs pour le travail agricole, elles vont, en moyenne, pas toutes les sociétés, mais souvent, faire plus d'enfants pour garantir une force de travail et pouvoir trouver de l'énergie dans le milieu. Oui, tout à fait. Comment ça va changer dans le monde de demain où on aura moins d'énergie auxiliaire? Alors, vous m'obligez à pointer un lien qui est très important, c'est que j'ai distingué les sources d'énergie vitale et les sources d'énergie auxiliaire. On a un énorme problème, c'est que le pétrole, le gaz et le charbon ont augmenté nos capacités à extraire de la source d'énergie vitale. Donc oui, moins d'hydrocarbures, c'est aussi moins de calories alimentaires dans l'équation. Comment faire pour que ça ne soit pas trop difficile sur le plan démographique et comment ça peut se traduire en termes de taux de natalité ou de rapport à l'humain avec des réflexes esclavagistes, par exemple, qui ne sont pas abolis encore aujourd'hui, on le sait. Donc, que veut dire demain le manque d'énergie sur le plan du travail tout court et du rapport de domination avec l'humain autre et sur le taux de natalité? Tout est ouvert. Je ne sais pas si votre inquiétude est celle de l'explosion démographique, elle est plutôt réfutée par les démographes aujourd'hui. Je vous renvoie vers le livre d'Emmanuel Pont qui a fait une bonne synthèse sur le sujet. Avec un problème que vous soulignez, c'est que la réponse pour éviter l'augmentation du taux de natalité est un peu une réponse en augmentation de la richesse d'un pays. C'est-à-dire il faut, et c'est heureux, et il faut le faire, favoriser l'éducation en général et des femmes en particulier, la contraception, l'accès à l'école, et augmenter les égalités au sein de la société, augmenter l'égalité, favoriser l'égalité. Et globalement, ça réduit le taux de natalité spontanément. Comment ça va évoluer demain? Eh ben, voilà, c'est ouvert, peut-être moins inquiétant et dramatique qu'on pourrait le craindre. Je vous renvoie là encore vers les travaux d'Emmanuel Pont. Je ne sais pas parce que je crois que c'est enregistré, donc peut-être faudra... Je voulais poser une question, mais je peux passer après. Je comprends bien la problématique dans la transition énergétique qui est de reposer sur un complexe industriel très complexe justement et très coûteux en énergie pour pouvoir mettre à disposition ces nouvelles sources ou énergie auxiliaire comme tu dis. Mais il y a quand même quelque chose sur le point de départ du raisonnement qui me gêne quand même, c'est que l'énergie vitale provenant des plantes se nourrit quand même d'abord de soleil. C'est quand même le soleil, c'est-à-dire une source extérieure à la Terre, finalement, au système énergétique qui rajoute de l'énergie et qui fait qu'on la capte et qu'en partie, on la stocke après sous forme d'aliments qu'on stocke. Et le pétrole, c'est pareil, tu l'as dit, c'est de l'énergie solaire d'abord, qui a été captée par des plantes et qui ensuite s'est retrouvée dans la Terre et nous fait un trésor qu'on utilise depuis des dizaines d'années. Mais ça veut dire quand même que tout le vivant s'appuie quand même sur un flux d'énergie permanent qui est en dehors. De toute façon, on n'est pas dans un circuit fermé, même quand on s'appuie sur du vivant animal ou végétal. Donc de toute façon, si on réfléchit comme ça, on a aussi une façon un peu biaisée d'aborder la chose. Et donc si on construit une énergie, si on s'appuie sur l'énergie solaire, on court-circuite un peu le vivant avec tout le problème industriel derrière, mais on s'appuie quand même sur ce qui me semble être une source quand même principale. Alors non. Même le vent, c'est une énergie solaire du coup. Bien sûr, mais ce ne sont pas des sources. Et sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure, défienergie.tech, je propose une nouvelle catégorisation de nos sociétés, ou plutôt un nouvel adjectif, caractéristique pour nos sociétés, qui développent des croyances sincères, mais qui ne correspondent pas à la réalité en tant qu'il existe des objets qui ont des propriétés et d'autres qui n'en ont pas. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Je pense que nous vivons dans une civilisation techno-animiste, c'est-à-dire qui projette sur des objets passifs, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des centrales nucléaires, des caractéristiques qui n'appartiennent qu'aux vivants. Alors chez nos ancêtres, c'était l'âme ou c'était la capacité à choisir ou le fait que un caillou, un rocher, une montagne, l'eau pouvait avoir des propriétés vivantes et en ce sens, pour nos ancêtres,
ces entités faisaient partie du vivant ou de la communauté des humains. Donc l'animisme, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes encore des animistes, dans le sens où nous pensons que les éoliennes, il suffit d'en fabriquer, et elles vont avoir les mêmes propriétés que les organismes photosynthétiques, c'est-à-dire capturer par elles-mêmes l'énergie du soleil et rendre des services avec. Sauf que les éoliennes ne se renouvellent pas par elles-mêmes. Elles n'ont pas la propriété à régénérer leurs pièces cassées, comme les plantes régénèrent leurs cellules détériorées toutes seules, ou elles croissent toutes seules. Il y a besoin de rien faire. Nous, on a juste optimisé des processus pour l'agriculture, mais le vivant n'a pas besoin de nous. Alors qu'une éolienne, un panneau photovoltaïque ou une centrale nucléaire sont intrinsèquement dépendants de nos capacités. Dans le système, c'est nous qui sommes auto-organisés en tant qu'êtres vivants. Notre cerveau a des capacités d'auto-organisation. Mais entre nous et le vent ou l'énergie du soleil, il y a des machines qui n'ont pas cette propriété et ça fait une frontière. Voilà, une frontière qualitative, irréductible. Je peux le dire autrement, la lumière du soleil fait pousser des plantes qui alimentent des animaux dont on s'alimente, donc la lumière du soleil est pour nous une source d'énergie vitale indirecte. D'accord ? C'est bien une source d'énergie, mais indirecte, qui passe par différents convertisseurs et qu'on finit par assimiler. Si on prend le chemin rayonnement solaire, éolienne, électricité, système industriel, alimentation, etc., c'est pas une source, parce qu'à aucun moment de ce truc-là, de ce récit, on va dire, de ce schéma causal, nous avons, quiconque a puisé juste par ses propres propriétés dans l'énergie du soleil. Les éoliennes ne font pas ça, les panneaux photovoltaïques ne font pas ça. Il y a une rupture dans la causalité, pour le dire autrement. D'accord ? Et j'en suis désolé, vous comprenez bien que déconstruire cette croyance dans une civilisation complètement techno-animiste, c'est contrariant pour moi aussi parce que ça veut dire que je suis dépendant de machines qui vont se détériorer, se casser et qui ne pourront pas se réparer toutes seules, c'est sûr. Oui, moi j'aurais voulu savoir qui aujourd'hui s'est emparé de vos travaux politiques, groupes de réflexion, techniciens. Personne. Au contraire, Comment ? Oui, vous. Je reçois plutôt des messages de défiance, voire d'hostilité, pour être tout à fait franc, qui m'inquiètent, non pas parce qu'ils sont hostiles, mais parce qu'ils ont tendance, à mon sens, à permettre à mes contradicteurs de ne jamais apporter les réponses aux questions que je pose. Vraiment, ça fait plusieurs années maintenant que j'essaye d'interagir avec les ingénieurs, les chercheurs de la transition énergétique. Lorsque j'expose ce raisonnement, que j'ai aussi amélioré, enfin il est un peu plus compréhensible, je l'espère aujourd'hui, lorsque j'ai posé ces questions-là, à chaque fois que je demandais dans quelle source d'énergie on allait puiser pour faire des éoliennes ou des centrales nucléaires, on me disait dans l'électricité, puisque ça fait de l'électricité. Sauf que ça n'a aucun sens. Logique. Il y a vraiment du matériel en psychologie cognitive, en sciences cognitives, pour expliquer les fondements d'un raisonnement circulaire. On a besoin des raisonnements circulaires pour notre survie, parce que ça protège, parce que ça nous permet d'éviter les émotions négatives, ça nous permet de contourner les inquiétudes. Donc, comprenez bien qu'il n'y a aucun chercheur ou aucun scientifique qui est insincère. Il a fondamentalement besoin de raisonner en circuit court et en se disant je fabrique une machine, c'est bon, je suis fort, donc je vais en faire encore plus. Et tout ça, ça va fonctionner tout seul. Et c'est normal, je n'ai pas à reprocher à personne ça, sauf que logiquement, ça ne tient pas. Et que si on continue à réfléchir sur l'avenir de nos sociétés, sur des raisonnements circulaires, on risque de tomber d'autant plus haut. Ou pire, on risque de créer des chaînes de dépendance qu'on aurait pu éviter. C'est-à-dire que il faut arrêter de brûler des hydrocarbures, d'accord ? Mais si on pense qu'on va garder des services à nos sociétés, aux citoyens, en quittant les hydrocarbures, ce qu'il faut faire, et en remplaçant ceci par des centrales nucléaires ou des éoliennes ou des panneaux, c'est une erreur. Ça va marcher un temps. Effectivement, ça marche un temps. Mais quand il faudra vraiment entretenir le système, lui-même ne le pourra pas à l'intérieur de lui-même. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. D'autres questions ? 10 minutes. Oui. Oui, alors c'était la... Je vais faire l'avocat du diable, merci déjà pour tout ça. Le soleil arrive sur le système Terre, avec la photosynthèse, il nous refait
on fait de la matière organique, et quand on brûle cette matière organique, on remet en circulation, on récupère l'énergie au passage, et on remet en circulation le CO2 pour refaire un cycle de photosynthèse, parce que l'énergie solaire arrive tout le temps. Alors la question, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer que le soleil arrive en tout temps sur un panneau solaire qui a une durée de vie, je sais, aucune importance des chiffres, mais de 25 ans, par exemple, comme un arbre ou une plante, pourquoi l'énergie électrique produite par ce panneau solaire ne serait pas capable, c'est ce qu'on dit, ils sont rentables, entre guillemets, énergétiquement au bout de 4 ans. Il y a encore une fois, le chiffre n'a aucune importance. On ne pourrait pas extraire l'aluminium avec de l'électricité, on ne pourrait pas le déplacer, miner et le refabriquer. Et du coup, bon, effectivement, il n'aurait pas à produire directement 25 ans d'énergie, mais 25 ans moins toutes les énergies qu'on aurait récupérées électriques pour sa fabrication. Alors, sur le principe, oui, au premier jour d'exploitation. Au second jour, la thermodynamique que tu connais bien, je te cite Barnabé Chaillot parce que tu es... je m'exprimais sous ton contrôle jusque-là. La thermodynamique va faire qu'à chaque fois que tu vas réenclencher le processus, il sera moins efficace parce que ton panneau va perdre en rendement, parce que les ressources dont tu vas avoir besoin seront plus dispersées. Typiquement le CO2 dans l'atmosphère si tu essayes de le récupérer, ou les ressources minérales parce qu'au fil du temps, la thermodynamique implique, oblige, contraint à ce que les processus de transformation soient de plus en plus coûteux en énergie. C'est ça le problème de raisonner en circuit fermé, tout simplement. Et c'est toute la différence avec les organismes vivants qui sont dotés, je vais dire un mot qui n'a pas de validité scientifique, mais qui sont dotés d'une capacité qu'on dit négantropique. C'est-à-dire, alors ils ne font pas le contraire de l'entropie, hein. Somac, je sais que ça te fait... voilà. Les organismes vivants ne font pas le contraire de l'entropie. Ils ont des capacités, des propriétés émergentes qui font qu'ils maintiennent un niveau d'organisation à partir d'un flux d'énergie. C'est ça une structure auto-organisée. Donc, tant qu'il y a de l'énergie, ils sont capables de rester aussi performants qu'ils l'étaient et peuvent même croître. Ils acquièrent des propriétés où ils croissent grâce à l'énergie. Mais les processus thermodynamiques de la civilisation thermo-industrielle basée sur des machines passives sont thermodynamiquement condamnés, intrinsèquement, parce qu'ils n'ont pas de capacité d'auto-organisation. Et merci pour ta question, Barnabé. Une autre question, ouais. Alors, une petite remarque avant la question, mais je crois il faudrait se mettre d'accord. Mondialisation n'est pas équivalent du terme qu'il faudra employer, qui est la globalisation. Ok, très bien. Et ce qui est la caractéristique de l'économie industrielle d'aujourd'hui, c'est la globalisation et non pas la mondialisation. C'est-à-dire en fait la répartition des tâches au niveau mondial. Et voilà. Donc, et ça, c'est autre chose que les échanges internationaux. Donc, au niveau de la structure de l'économie. Ce que je voulais que tu précises, on n'est pas obligé de passer par l'électricité pour moudre du blé. Oui. On n'est pas obligé de passer par l'électricité pour scier du bois. On n'est pas obligé de passer par l'électricité pour faire... avec les moulins, on prouvait qu'il pouvait y avoir beaucoup d'activités qui ne se passaient à l'électricité. Et dans ce cas des moulins, on est plutôt dans une énergie qui n'est plus thermo-industrielle, ouais, qui est... c'est-à-dire le vent ou l'eau, et à chaque fois, on a introduit dans le circuit, quand tu veux réparer un moulin qui est majoritairement en bois, tu vas réintroduire de la matière vivante pour remplacer les pièces qui sont usées. Absolument. Tu n'es plus dans ton schéma, je dirais, vicieux que tu as. Donc, ma question, c'est est-ce que tu envisages, est-ce qu'il est envisageable une autre société que la société thermo-industrielle qui s'appuierait donc sur le renouvellement du vivant alors, évidemment, à chaque fois, il y a quand même de l'énergie humaine ou animale pour transporter les pièces de bois, pour éventuellement les mettre en œuvre, etc. Donc, et là, je pense que dans ce cas-là, on gagne plutôt en autonomie. Alors, je dirais même mieux, les sociétés qui n'ont pas utilisé les hydrocarbures pour garantir leurs besoins ont été beaucoup plus durables que nos sociétés d'aujourd'hui. Elles ont existé depuis bien plus longtemps. Ça se compte en millénaires. On va dire que ce sont les sociétés agricoles, quasiment depuis qu'elles existent, on va dire depuis moins 5000, 6000, 7000, 8000 ans.
Je ne suis pas sûr qu'avant, il y ait eu des moulins à eau avant qui aient existé, mais sans doute qu'on a utilisé des énergies auxiliaires très vite à partir du développement de l'agriculture, sans aucun doute. Donc oui, c'est possible dans l'absolu. Je remontre cette courbe de la démographie qui me permettra de reboucler avec la question de monsieur sur la démographie. Ces sociétés sont possibles, elles ont existé. Donc c'est sûr qu'elles sont possibles. Elles sont même bien moins impactantes sur leur milieu parce qu'elles émettent moins de CO2. Elles en émettent aussi, mais moins, beaucoup moins intense, beaucoup moins rapide, etc. Elles respectent mieux le renouvellement de leur milieu, les forêts, etc. Mieux, ça ne veut pas dire parfaitement. Ce sont aussi des sociétés qui se sont effondrées, pour certaines, parce qu'elles ont trop abattu de forêts, que ça a salinisé leur milieu, parce que les montagnes érodées ont fait que les minéraux se sont retrouvés dans les champs et que les rendements agricoles ont fait qu'ils ont... les sociétés ne tenaient plus. Oui, ça a existé. Ce que je ne sais pas, d'une part, c'est comment on fait pour quitter proprement, si j'ose dire, la société thermo-industrielle. Et surtout, et c'est ce que j'introduis maintenant toujours dans mes conférences, il faut bien être transparent sur le coût en service rendu aux sociétés de quitter le monde thermo-industriel pour retourner à un monde industriel ou proto-industriel qui est tout à fait respectable et avec des gens parfaitement heureux qui y vivraient, mais dans lesquels, et on en discutait avec Barnabé tout à l'heure, pour lesquels il faut annoncer et être transparent sur le fait que, et c'est peut-être bien en soi, mais on n'aura pas la même chirurgie. On n'aura pas la même capacité à soigner les dents, on n'aura pas les antibiotiques, peut-être pas du tout, ou en tout cas de façon marginale. Il faut énoncer. C'est ça que je défends aujourd'hui, c'est-à-dire que si on veut que ça s'applique un jour et que ça soit même prescriptible, il faut que ça soit entendable et acceptable. S'il y a des vices cachés ou s'il y a des choses qui ne sont pas énoncées dans le récit, on va avoir de la réactance, de la défiance, et ça risque d'être effractant pour les sociétés. Donc, je défends qu'on quitte les hydrocarbures, il faut annoncer la couleur. Du coup, j'embraye parce qu'en 15 secondes par rapport à ça, annoncer la couleur, c'est peut-être aussi décrire ce que pourraient être des formes de bien vivre qui pourraient... Voilà. Parce que ça c'est quelque chose que l'on a coutume de faire, c'est-à-dire d'anticiper les problèmes et les risques, ou de toujours se projeter là-dedans, plutôt que de voir déjà ce qu'on pourrait gagner à reconsidérer nos besoins et à retrouver un peu de charge énergétique depuis les corps. Et du coup, c'est là où j'en viens pour la question. La carte que tu décris sur le commerce international en situation non fossile pose quand même la question, puisqu'on est censé réatterrir, se relocaliser et reterritorialiser. L'autonomie, à un moment donné, c'est bien, non pas puiser, mais composer avec les ressources que l'on a à proximité. La question est, du coup, est-ce que tu vois la possibilité que, dans la relocalisation, on pose justement la question des déplacements? Ce n'est pas que l'accélération. La question du mouvement, la question du nomadisme. Parce que voilà un argument qui est toujours opposé. On va cesser de se déplacer. C'est la rencontre des cultures, donc on va perdre en intelligence collective. À mon avis, il y a beaucoup plus déjà à gagner à se relocaliser, et à, non pas à réapprendre, mais à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure à proximité. Donc, comment tu vois cette idée du déplacement dans le modèle de la transition dont tu décris les atours? Ah mais moi je te rejoins, je pense qu'on va pas du tout moins se déplacer, on va se déplacer moins vite, c'est tout. Et les échanges culturels se feront, pas tellement parce que c'est un luxe de l'humanité que de pouvoir faire des échanges culturels, c'est un besoin en fait, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'interroger les communautés qui vivent loin de temps en temps pour savoir comment elles vivent. Alors j'en reviens à ça parce que c'est malheureusement d'actualité, mais il faut à minima entretenir des échanges à très grande distance, et je rejoins la globalisation, c'est très juste de corriger ça, ne serait-ce que pour savoir si on risque d'être agressé un jour. Je suis un peu désolé de rappeler ça, mais c'est parce que c'est une réalité qui nous a été rappelée violemment il y a 1 an. Et que si on ne le fait pas, si les pays s'isolent, c'est ce qu'on a vu sous Staline, c'est ce qu'on a vu avec l'Allemagne des années 30, c'est ce qu'on a vu avec la Russie, si les pays s'isolent économiquement, mais culturellement aussi et peut-être surtout, c'est très dangereux. C'est possiblement dangereux. Et donc, ce que je décris avec toi, c'est l'entretien de ça à d'autres vitesses, avec d'autres moyens. Mais il faut que les échanges à grande distance se fassent. Et la localisation, pour moi, n'est pas une perméabilisation du fonctionnement du tout. Et ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on peut appeler l'autonomie. Alors, j'aurais des réserves sur le terme parce que, étymologiquement, personne n'écrit ses lois tout seul. Voilà, je pourrais juste apporter ça dans le débat. Et l'autonomie, c'est ça, c'est un peu se dire qu'on est affranchi de toute contrainte, de toute hétéronomie, et qu'on n'est plus dépendant des grands systèmes ou des États ou de ce qui survivrait ou subsisterait dans un monde différent demain. Bon, j'ai des réserves sur ce terme.
tant pis s'il est utilisé, c'est comme ça. Mais pour moi, la relocalisation des fonctions utiles à la bonne vie d'une société, ça n'est pas compatible avec le ralentissement des échanges qui serait toujours présent. Pas de problème avec ça. Moi, j'avais une question infra-globale, plutôt locale, Merci. sur les low-tech et le système D, économie circulaire, et justement, voilà, l'impact que ça peut avoir sur l'autonomisation des individus et des territoires. Je vais prendre un exemple, comme ça tu peux peut-être me dire ce que tu en penses. Sur par exemple, la méthanisation, on voit énormément de systèmes de méthanisation à prix abordable mis sur le marché. Je ne sais pas si voilà, ça semble accessible. Voilà, l'impact. C'est une question générale. L'autonomie, c'est ça qui semble... Je me permets de te tutoyer, c'est une question générale sur la notion de low-tech pour accompagner une transition ou un changement de société. Moi, j'ai aucune réserve là-dessus. Hein. De toute façon, je le dis depuis que j'ai le privilège de pouvoir un peu présenter mes pensées, mais personne ne sait comment ça va se passer. Donc, il faut regarder à tous les niveaux de la société, à tous les endroits de la société, là où il y a des trucs intéressants. Voilà, partout. Et je reviens à des questions plus anthropologiques. Il faut regarder. J'ai parlé d'animisme tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a oublié, mais on est totalement animiste aujourd'hui. Et on ne le voit pas. Donc, il faut regarder partout dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, où est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour mieux comprendre l'état des lieux et avancer avec des pistes qu'on n'a pas vues, en fait. Qu'on n'a même pas vues parce qu'on a oublié. Et le low-tech, parfait. Moi, je fabriquais je peux fabriquer des mouvements perpétuels à l'école primaire, j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc oui, le low-tech, c'est très bien. Hein. Alors, j'ai rien contre. Parce que le ratio, c'est service rendu versus impact sur l'environnement. Ce ratio-là, il faut le discuter démocratiquement. C'est ça ma réponse. C'est une question de puissance. Et le coût énergétique, mais voilà, la puissance, je parlais de puissance. Ça peut être peu puissant, mais voilà. C'est toutes ces questions-là qu'il faut apporter dans le débat, sinon on va avoir des surprises, et surtout de façon démocratique. Parce que les gens n'aiment pas être surpris sur une rupture de l'approvisionnement en énergie, quelle qu'elle soit. Donc il faut annoncer, encore une fois, annoncer la couleur, quoi. Mais tout à fait favorable à l'exploitation des technologies douces ou low-tech. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter. Le débat suivant. Merci Vincent. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci beaucoup.